YouTube et bonne année 2024 à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien profité de votre famille et de vos amis. Plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle année qui sera couronnée sous le sigle du halving concernant BTC et les ETF, mais ça je vous apprends rien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette année. Comme d'habitude, deux parties, une partie news économique traditionnelle et une deuxième partie plutôt axée news crypto, même si ces derniers temps, on va pas se mentir, on a énormément de choses à dire sur les ETF. Ça prend la majorité des news qu'on a récemment, mais il y a pas mal de détails et de subtilités à prendre en compte, histoire de ne rien rater. On commence directement avec le calendrier de cette semaine qui est déjà pas mal entamé. Le 1er et le 2 janvier, rien d'intéressant entre le nouvel an, les jours fériés, etc. On est rendu directement au 3 janvier avec une première annonce intéressante à 5h, enfin à 17h aux États-Unis avec l'ISM Manufacturing PMI. Vous avez trouvé une petite définition sur Investing. C'est tout simplement un indice relatif des conditions des entreprises. Donc celles d'emploi, de production, les nouvelles commandes, les prix, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'indice est en dessous de 50, on est plutôt sur une économie en contraction, et quand l'indice est au-dessus de 50, on est plutôt sur une économie en expansion. Si on regarde un petit peu directement sur TradingView, l'indice donc, qui est en bleu avec le dollar qui est en orange, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est corrélé négativement. Donc là, on est plutôt sur un indice qui est assez bas, donc une économie qui est en contraction. D'ailleurs, on a un indice du dollar qui commence à retracer. Mais si l'indice ISM reprend un petit peu de couleur et l'économie reprend sous forme d'expansion, ça voudra sûrement dire qu'on a un dollar qui continue sa tendance baissière et derrière qui laisse respirer les actifs numériques de plus belle. Et ce que je vous dis a l'air d'être plutôt vrai. Voilà, on voit qu'on est haut sur le dollar, on est bas sur l'indice, etc., etc. Ici, on est bas sur le dollar, on est haut sur l'indice. Donc voilà pourquoi moi il m'intéresse et dans quelle mesure je veux le surveiller. On a dans la foulée, toujours à 5h, les Jolt, offres d'emploi. Donc ça c'est pareil, c'est un mot barbare pour désigner au final des choses assez simples. Je vous ai trouvé une définition pareil assez explicite. C'est tout simplement les offres d'emploi dans les zones commerciales, industrielles et de bureaux aux États-Unis. Donc en fait le calcul comprend tous les postes vacants qui restent ouverts à compter du dernier jour ouvrable du mois. Donc là c'est les chiffres du mois de décembre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est environ 16 000 entreprises et employeurs au final qui déclarent le nombre de postes vacants, le nombre d'embauches et le nombre de licenciements, et on obtient effectivement une demande d'emploi à hauteur de 8,7 millions pour le mois de décembre, début décembre. Donc là, on va voir demain, le 3 janvier, comment ça se passe pour cette demande d'emploi. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que vous voyez ici, sous forme de courbe, on a un ralentissement de l'économie en fait depuis 2022, donc depuis plus d'un an. On a effectivement une demande d'offres d'emploi qui diminue. Malgré tout, on a un taux de chômage, vous voyez en bas, qui reste assez bas, très clairement. Donc ça montre clairement des signes que l'économie ralentit. Et à contrario, quand on aura une reprise peut-être de l'offre d'emploi sur l'indice des Jolt, ça voudra dire que l'économie se porte mieux, un petit peu comme l'indice ISM que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà pour la journée du 3 décembre. On la terminera à 21h avec la minute FOMC par notre cher Jérôme Powell de la Fed. Donc à mon avis, on aura soit un petit brief en nous disant attention les gars, ne vous emballez pas trop sur les taux, rien n'est encore fait, comme un petit peu d'habitude, ou à l'inverse, on surprend un petit peu le marché en évoquant des bonnes nouvelles. Donc affaire à suivre, mais ce sera intéressant à mon avis. Pour le 4 janvier, nous avons à 9h45 l'annonce des taux d'inflation préliminaires du mois de décembre en France qui est attendu en légère hausse à 3,8 contre 3,5 précédemment. Bon, rien d'inquiétant, de manière générale, on devrait être sur une tendance décroissante sur l'année 2024 en France et en Europe. Par la suite de la journée, pas mal d'annonces aux États-Unis dans l'après-midi. Ça ne m'intéresse pas tellement pour le marché crypto-monnaie. Je vais m'en directement au vendredi 5 janvier avec là des choses sympathiques, comme déjà le taux de chômage à 3h30. Donc lui, il est intéressant à surveiller. Pourquoi? Parce que on est sur un chômage très bas, on est sur du 3,8 attendu contre 3,7 le mois précédent, mais le chômage reste très bas, alors que, comme on a vu précédemment, on a une économie qui ralentit, on a une baisse de création d'emplois, mais si on maintient un chômage aussi bas, ça pourrait être positif à mon humble avis. Derrière, je vais surtout surveiller si on a d'un coup une reprise à la hausse du taux de chômage, parce qu'on aura des décisions politiques et monétaires qui risquent de changer et d'impacter un petit peu le cours des marchés. Juste derrière ça, à 5h, on a l'ISM en prestation de service cette fois-ci, donc c'est comme un petit peu le premier indicateur que je vous ai présenté. Lui, on est proche des 50, donc on est également sur une économie proche de la contraction.
Si on reprend à la hausse, on est sur une économie en expansion avec une décorrélation avec le dollar. Et donc, pareil que pour le premier indice, on aime bien qu'on soit aussi sur ce genre d'indice parce que ça voudra dire que les actifs et les actifs numériques se portent plutôt bien de manière générale. J'en ai terminé avec les annonces de cette semaine. On va passer directement aux news crypto. J'en profite pour vous dire de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, de mettre votre meilleur pouce bleu et de lâcher votre commentaire avec vos avis, vos retours ou toute autre information complémentaire au sujet abordé lors de cette vidéo. Et encore une fois, merci à vous, on a déjà atteint les 50 abonnés. On démarre avec la partie crypto. On est sur le compte Twitter de Warren Davidson, qui est un membre du Congrès américain, qui a tweeté la semaine dernière un projet de loi visant à stabiliser entre guillemets la SEC et de tenir la SEC comme responsable de sa corruption en virant Gary Gensler, donc, qui est notre cher président de la SEC, qui repousse depuis plus d'1 an les ETF spot Bitcoin. Mais c'est pas les seules choses que notre cher ami a pu faire. Vous pouvez cliquer sur l'article et vous tombez sur un peu tous les scandales et les dossiers qui ont été pas détournés mais qui ont été avortés auprès de la SEC. Il y a beaucoup de choses qui se trament entre le tribunal, la Cour suprême, la SEC, des choses un petit peu de corruption. Pareil, j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail, de vous dire trop de bêtises, mais l'intérêt pour moi de vous en parler, c'est qu'on connaît la position de Gary Gensler face au marché crypto-monnaie, sa réticence, le fait qu'ils mettent pas mal de bâtons dans les roues, en justifiant effectivement que les utilisateurs doivent être sécurisés, que c'est un scam un peu comme FTX, etc., etc. Donc potentiellement, si ce genre de projet de loi passe suivi du soutien de Tom Emmer, qui est un autre membre du Congrès américain, qui a également lancé une pétition à l'encontre de Gary Gensler et ses pratiques un peu douteuses, ça pourrait être positif sur le marché crypto, seulement si c'est une autre personne qui est un petit peu plus crypto-friendly, qui prend la tête de la SEC et qui comprend un petit peu les enjeux et les aboutissants du marché crypto-monnaie et qui a envie de les réguler en travaillant conjointement avec tous les acteurs de l'écosystème tout simplement. Donc affaire à suivre, mais je trouvais ça important également d'en parler. Vous allez sur reason.com, vous mettez directement cours scandale SEC et vous avez un petit peu plus d'informations pour ceux qui le souhaitent. On continue avec un tweet venant du fonds d'investissement Van Eck, qui est également en course pour l'approbation de son ETF Bitcoin Spot, qui nous a partagé une petite vidéo à l'effigie de Bitcoin et de son futur ETF qui devrait être approuvé. Donc c'est pareil, c'est plutôt sympathique. Une semaine avant, on avait le fonds Bitways qui avait fait la même chose. Donc Bitways et Van Eck ne sont pas les plus gros fonds, c'est même plutôt les plus petits, mais justement, ils commencent dès à présent à faire parler un petit peu d'eux, histoire d'être un peu dans la course une fois que tous les gros fonds comme BlackRock ou autres seront réellement dans la partie plutôt marketing communication. Donc c'est pareil, c'est sympa, ça confirme un peu que voilà, l'ETF c'est plus une question de si, mais c'est plutôt une question de quand, et ça je trouve ça même plutôt rassurant. On continue avec un article de Reuters concernant encore une fois le TF Spot Bitcoin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais normalement vous êtes censé avoir suivi certaines choses. Et durant tout le mois de décembre, la SEC a tenu énormément de meetings avec les différents fonds et demandeurs d'ETF, avec sûrement des modifications qui leur avaient été demandées. Et ils avaient jusqu'au 29 décembre pour les faire. Effectivement, vendredi en fin d'après-midi, donc vendredi 29, on a eu les modifs de la part de BlackRock, de Van Eck, de Valkyrie, de Fidelity et j'en passe. Donc au moins les fonds ont joué le jeu. Et derrière, d'après l'article, donc la SEC pourrait informer les émetteurs dès mardi 2 janvier ou mercredi 3 janvier qu'ils ont été autorisés à lancer la semaine suivante leur ETF. Et donc ça permettrait au fonds d'anticiper le lancement pour le 10 janvier, date à laquelle la SEC est tenue d'approuver ou de rejeter l'ETF Dark 21 Shares. Donc en fait c'est la date butoir. Donc à mon avis le 10 janvier on aura un lancement soit commun de tous les fonds si cette semaine on apprend que tout est validé. Ça ce serait plutôt positif. Et derrière, je vais vous retranscrire ça sous forme de tableau sur Bloomberg. Et effectivement, on voit que le 29, on a eu 9 demandes, enfin 9 mises à jour récentes de pas mal de fonds. Et on voit également apparaître d'autres choses comme la case first et second. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement les désignations de participants. Ah, ça vous aide pas plus, hein. Là, on voit Jane Street et JP Morgan qui sont des fonds. En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est tout simplement une autorisation de participation à l'ETF. Et ça leur permet de quoi? Ça leur permettrait de créer et de racheter des parts de l'ETF directement auprès du gestionnaire d'ETF. Donc en fait, James Sweet et JP Morgan pourront racheter des parts de l'ETF iShares et proposer directement à leurs clients. Vous allez me dire, ça sert à quoi? C'est assez utile, ça va permettre de faciliter la création et le rachat des parts
pour maintenir la liquidité et assurer en fait que le prix de l'ETF reste aligné sur la valeur du Bitcoin, vu que là on parlera de Bitcoin. Donc ça c'est ça l'intérêt. Et on a de plus en plus de choses qui se mettent à jour comme ça, et c'est plutôt pareil, bon signe. Après, petite parenthèse, mais vous voyez JP Morgan, pour ceux qui suivent depuis un petit moment l'écosystème, on connaît la position anti-crypto du fonds JP Morgan. Encore récemment, ils ont parlé sur l'écosystème en disant que voilà, c'était pas trop leur tasse de thé, mais force est de constater que quand il y a des frais et de l'argent à aller chercher, l'éthique on la met un peu de côté, on s'en fout et on y va. Hein. C'est un peu le retournement de veste. Donc voilà un petit peu sur les ETF. Et je termine juste avec la modification que BlackRock a apportée sur les sites officiels de la SEC. Je suis sur le site de sec.gouv. Vous descendez un petit peu et vous avez une petite note intéressante qui nous dit que le 5 janvier 2024, les actions de démarrage ont été rachetées contre de l'argent d'investisseurs en capital, etc. Donc on aura 400 000 actions au prix de 25 $, soit un total de 10 millions qui seront injectés. Donc à mon sens, on devrait avoir une décision avant le 5 janvier. C'est ce que ce genre de document me laisse transparaître et me laisse comprendre de manière claire avec vous. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé avec les ETF. Je continue avec le fonds Galaxy qui s'est amusé à sortir une petite image et un tweet sur un journal. Donc on parle quand même de Wall Street Journal. Effectivement, block your calendar. Donc on parle de Bitcoin, on parle du fonds qui lance également son ETF. Donc c'est pas une vidéo comme pour Bitwise ou VentX, ça reste un article sur un énorme journal de la finance. À mon avis, on va avoir tous les jours ce genre de choses qui vont arriver pendant un certain laps de temps. Voilà, j'en ai un petit peu terminé pour les news. Je vais passer sur d'autres choses intéressantes à vous communiquer. C'est sur les actions américaines et sur les bilans. Les bilans des gros de ce monde et le calendrier des bénéfices. Cette semaine, on n'avait pas énormément de choses, mais c'est plutôt la semaine prochaine où, comme par hasard, quand les ETF devraient être lancés, on va avoir le bilan d'énormément de fonds d'investissement et de banques. On va avoir les résultats de JP Morgan. Vous voyez le 12, on va avoir le résultat de Bank of America, de Wells Fargo, de BlackRock, de Citigroup. Enfin bref, vous avez compris, c'est la semaine des annonces économiques des plus gros fonds de la planète la semaine prochaine, au moment où ils risquent de lancer leurs ETF. Coïncidence ou pas, c'est vous qui allez en juger. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. On passe à la partie graphique, mais sans trop rentrer dans le détail. Je voulais juste vous faire une update du contrat CME de Bitcoin. Donc, c'est le contrat institutionnel de la bourse de Chicago. Et souvenez-vous, vous avez montré 2 gaps qui avaient été laissés par le marché. Et il faut de constater qu'on est venu à 4 reprises se faire rejeter sur le gap autour des 44 500 $ environ. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Avant, derrière, de retrouver de la liquidité un peu plus basse et de faire un nouveau top. Et pour votre information, on est monté à quasiment à 47 000 $ sur le contrat institutionnel, alors que sur le contrat réel de Bitcoin, enfin sur le cours réel, on est monté à 45 500. Donc on a eu 1500 $ d'écart. Donc c'est assez énorme. Là, on est sur un retracement gentil qui est en train de s'effectuer. Mais lors de la récente poussée, on a laissé un gap également ouvert, cette fois-ci entre 44 000 et 43 000 $. Donc attention, on pourrait revenir dans cette zone-là et à tout moment avoir de belles réactions. Ou à contrario, revenir voir le gap à 40 000 $ qui n'a jamais encore été comblé par le marché. Donc c'est les zones que je vais surveiller, combinées à mes analyses graphiques. Donc ce sera à vous de faire ce travail-là. Je voulais juste vous update ce contrat-là. Je continue avec pareil une update de la charte de saisonnalité. Souvenez-vous, on est sur la performance annualisée des 7 dernières années du GBTC. C'est celui où on a le plus d'historique. Et je vous avais dit, écoutez, début décembre, soit on est en train de faire cette partie-là avec un petit retracement, une explosion qui arrive, donc qui serait en train d'arriver avec la fameuse approbation des ETF. Derrière, on a un buy the rumor, sell the news avec un pump and up rapide, parce que ce serait une prise de profit pour retrouver des niveaux inférieurs. Ou est-ce qu'au final, ce mouvement-là ne se fera pas et on est en train d'entamer janvier et qu'on va être sur un petit push avant d'avoir un beau retracement? Vous voyez qu'on est sur une performance négative pour le mois de janvier, avec effectivement, encore une fois, un fameux buy the rumor, sell the news. Mais est-ce que cette phase-là est passée ou pas? Ça, ce sera un peu la question pour ce mois de janvier en tout cas, même si force de constater que là, on est plus en décembre, ça reste une moyenne. Donc on peut avoir des mouvements un petit peu en décalage d'un point de vue temporalité. Mais voilà un peu à quoi je veux m'attendre. Soit je m'attends à un mouvement très violent en vue de l'ETF, soit à l'inverse, ce mouvement-là ne se fera pas et on attaque janvier avec un retracement, avec une prise de profit, parce que tout le monde verra que effectivement BlackRock a lancé son ETF, parce que Fidelity a lancé son ETF. Et quand tout le monde voit quelque chose d'évident, forcément, on va souvent à l'encontre de ce que les gens veulent, malheureusement, et heureusement pour ceux qui sont là avant, si je puis dire.
Voilà, j'en ai terminé pour ce point hebdomadaire fondamental. Il va falloir être très vigilant à mon avis pour ce début de mois de janvier. Beaucoup de volatilité, de mouvements potentiellement à venir. Soyez prudents, ne faites pas de bêtises. Et moi je vous dis à plus tard YouTube. Allez, ciao ciao.